Vous avez promis de nous tenir éveillés et ça a bien réussi. Moi, vous m'avez tenu éveillé parce que je n'étais pas d'accord avec vos deux premiers transparents. Je ne sais pas si on peut y revenir tout de suite, mais je pense que, et c'est un des problèmes de fond que je crois nous partageons, je n'ai pas peut-être appuyé sur le bouton du micro, voilà. Je crois que c'est un des problèmes de fond que nous partageons et souvent le climat. C'est-à-dire, si vous revenez sur les deux premiers, la DGEC, la déclaration de la DGEC, voilà, on est là même celui d'avant, là, le tout premier, la déclaration DGEC, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. Le problème, ce n'est pas les économies d'énergie, le problème, c'est les rejets de gaz à effet de serre. Et donc, si on ne démarre pas par là, on dit, effectivement, les économies d'énergie, c'est le problème. Non, ce n'est pas le problème. C'est pas le problème. C'est le problème, c'est les rejets de CO2. Et si on oublie cet objectif-là dès le départ, ça ne veut pas dire que dans tout ce que vous avez dit, il n'y a pas des choses passionnantes et tout à fait efficaces. Mais en fait, ça, c'est déjà un biais de départ. Et donc, ce biais de départ introduit le fait que remplacer une énergie décarbonée par une autre décarbonée, qu'est-ce qu'on gagne? Enfin, toutes ces questions-là qui sont très mal traitées. Alors, sur la théorie, je suis 100% d'accord. C'est-à-dire que si tout était CO2, zéro CO2, en gros, il n'y aurait pas besoin d'efficacité énergétique, c'est ce que vous dites. Oui. La question si tout est sans CO2, on s'en fout. La réalité, c'est le chemin pour y aller, quoi. La réalité, c'est si on a une contrainte qui est juste la contrainte de temps et le nombre de degrés, en fait, vous faites tous les scénarios à peu près crédibles dans le monde. Vous pouvez aller à la vitesse que vous voulez par rapport au pouvoir, même accélérer x2. Si vous n'avez pas cette dépendance efficacité énergétique, vous n'arrivez pas, in fine, à un scénario qui permet d'avoir une augmentation de la température ou du nombre de tonnes CO2, etc., qui soit gérable pour l'humanité, entre guillemets. Donc sur la théorie, je suis d'accord avec vous qu'à partir du moment où on produit tout en solaire, j'allais dire, ou en éolien, ou en nucléaire, comme vous voulez, enfin, on s'en fout. On peut produire plus. Bon, ça, il y a quand même quelques toutes petites contraintes que quand même ça dépense un peu. Mais pratiquement, quand on regarde les scénarios, en fait, on se dit qu'on n'a pas la capacité et financière et de temps et de structure de faire évoluer le monde dans la bonne direction dans une contrainte de temps. Le monde en général, la France. Le monde en général. Vous avez fait oui, enfin, la France, je ne suis pas sûre que le bâtiment soit le secteur sur lequel quand même il n'y a pas du tout de gaz. Et que, oui, on est tous d'accord. Hein, on est tous d'accord. Enfin, jusqu'à maintenant, on s'est aussi battu sur le sujet, mais jusqu'à maintenant... Discipline, vous avez fait allusion à la très grosse différence entre les autoconsommateurs en Allemagne et en France. Premièrement, mettons en France, doublons le prix de l'électricité, vous verrez qu'on aura vite rattrapé les Allemands à ce rythme-là. Parce que là c'est rentable, avec du 28 ou 30 centimes du kilowattheure, d'avoir de l'autoconsommation, y compris avec du stockage. Système d'ailleurs sur lequel je voulais vous poser la question, vous avez travaillé, ça s'appelait Bled quelque chose il y a quelques années, et ça ne se fait plus, alors que les prix apparemment sont en train de chuter assez rapidement sur les systèmes de stockage. Et c'est là où je vois où la digitalisation du système avec stockage, renvoi aux connexions et autoproduction risque de révolutionner l'avenir dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Si j'en crois certains chiffres que j'ai vus sur le prix du stockage d'ici 2022, c'est économique de faire du stockage local si vous avez du solaire à partir de 2022. Et là, ça va révolutionner. Alors, dans un pays comme l'Allemagne, c'est déjà aujourd'hui économique. En France, ça ne l'est pas parce que le prix de l'électricité est beaucoup plus bas. Alors, si vous avez bien... j'ai très peu parlé d'économie sur les smart grids. Mon propos était plus de leadership de la France qu'un propos d'économie. Je pense que l'économie est une question de temps. Sur le solaire, on l'a vu, hein, il y a une baisse de 90% du coût des panneaux solaires sur un espace de 5 ans, quand même. Sur le stockage, tout le monde le prévoit. Aujourd'hui, on voit le début, mais je n'en sais rien. Je ne m'y connais pas suffisamment en stockage pour répondre. Mais mon point est plutôt que
à partir du moment où ça devient économique sur un certain nombre de pays, qu'il y a une volonté sociétale et qu'il y a une volonté, et que quelque part on a la capacité technologique de le faire, et que les États-Unis commencent à le faire à fond, puisqu'il y a la moitié en gros des capacités de décentralisation dans le monde qui sont aux États-Unis. Voilà, je dis simplement, attention, qu'on ne rate pas le virage de la décentralisation quelque part. Mais je sais aussi que le coût de l'électricité en France est bas, et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Nice, où effectivement, si vous regardez dans les installations photovoltaïques en France, vous le verrez, hein, ça monte, ou qui gagne aux appels d'offres en France. Alors maintenant, il y a une spéculation sur le prix des terrains en France. Enfin, au plus vous êtes dans le sud, au plus les terrains montent. Évidemment, ils ont compris, en gros, on enrichit le sud, quoi, quand on fait du photovoltaïque. Mais globalement, quand vous faites du photovoltaïque dans le sud, aujourd'hui, on estime à peu près que le prix de l'électricité, on arrive à monter D'ailleurs, il commence à y avoir des gens qui développent du photovoltaïque sans appel d'offres, hein, y compris les entreprises dans le sud. Donc de toute façon, l'équation économique est une question de temps. Après, c'est plutôt une question de vision des réseaux de demain. C'est plutôt là-dessus. Sur le stockage, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui en France, pour le coup, si on parle économie, autant sur le solaire pur, ça se discute. Sur le stockage, aujourd'hui, il n'y a pas de rentabilité du stockage en France. Après, à chacun de se dire, est-ce que c'est une question de temps? Évidemment, tout le monde dit c'est une question de temps, puisqu'il y a une question de... Ça va faire comme le solaire. Enfin, on a tous tendance à regarder le passé en disant on va faire pareil sur le futur. Donc je ne sais pas. Les scénarios qui existent aujourd'hui sur le stockage sont des scénarios, effectivement, d'une baisse de coût assez similaire à celle du solaire. Alors après, quand on voit que c'est la Chine qui a, je crois, plus de 80% des capacités de production solaire, hein, dans le monde, voilà, on peut se dire aussi, pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'a pas gardé des capacités de production solaire, hein. Encore une fois, j'étais dans le solaire avant, donc je connais bien le sujet. Plus cher, évidemment. Oui, juste une petite précision, parce que en France, un particulier qui vend de l'électricité parce qu'il y a des panneaux photovoltaïques la vend plus cher que le prix de l'électricité. En Allemagne, c'est le contraire. Cherchez les mots. Ça, c'est réglementaire. C'est vrai, mais... C'est un choix réglementaire. Mais tout choix réglementaire, c'est-à-dire politique. Oui, politique, exactement. Une question en attendant la suivante. Il y a une vraie question pour vous qui travaillez sur ces thèmes du management actif de l'énergie, c'est comment apprendre à s'en servir. Parce que quand on regarde tous les engins connectés, je peux vous dire que, sauf à avoir 5 ans et avoir été nourri au lait de la télécommande de la télévision, on ne sait pas s'en servir. Donc là, il y a vraiment une question sur qu'est-ce qu'on fait pour ce que j'appellerais la discussion entre l'individu et votre intelligence installée. J'allais dire la première chose, c'est pour ça que je vous ai présenté, ça tombe bien, je suis hyper contente de votre question, c'est pour ça que je vous ai présenté le Learning Grid by Grenoble, parce qu'effectivement, comme dans tous ces métiers en fait diffus de l'électricité, hein, il y a besoin de formation. Ça c'est la première chose. Évidemment que il y a besoin de formation. Deuxièmement, bon, même si je suis hyper enthousiaste, on est au début de l'histoire, quoi. On est au début de l'histoire et donc effectivement, il faut que ça se simplifie, il faut que ça se fluidifie. Voilà, il y a tout ça qui va progresser, qui va être... Troisièmement, vous finissez par envoyer des tweets. J'ai même vu qu'il y avait des tweets de Second le Climat sur Twitter, quoi. Donc à un moment donné, l'application qui dit j'éteins le chauffage à la maison parce que finalement je passe 2 jours de plus à ma maison de campagne, c'est un clic, hein, on-off. Hein. Vous voyez, enfin, je pense, sincèrement, je pense que il n'y a pas de complexité spécifique. Alors évidemment, dans des trucs comme Learning Grid by Grenoble, évidemment c'est un peu plus compliqué. Vous avez 5 bâtiments, etc. Mais après, à l'échelle de la maison ou à l'échelle du bâtiment, je ne crois pas que ce soit super compliqué par rapport à ce qu'on sait faire en digital ailleurs. On ne parle pas d'intelligence artificielle, quoi. C'est l'interface. C'est l'interface. Mais l'interface on-machine... Sachant que le client, c'est souvent feignant. Oui, mais l'interface on-machine, pour rappeler, avant qu'il y ait Apple... Enfin, Apple a révolutionné le mobile pour les utilisateurs finaux. Hein. Avant qu'il y ait Apple, personne n'avait jamais downloadé une application. Hein. Donc je pense que l'interface on-machine, il y a une question de maturité, il y a une question de facilité d'utilisation. Oui, bien sûr, il faut prendre en compte les usages, mais c'est pas plus compliqué une application sur l'énergie que Instagram. Hein.
comme vous voulez, Catrice, deux provocations. Ah, mais comme c'est pour éviter de me faire... La première, c'est à propos de votre bâtiment Hive. Oui. Là, vous savez bien. Moi, je pense que le bâtiment le plus économe, c'est celui qu'on ne construit pas. Or, dans le tertiaire, le driver, c'est du bris. On fait de plus en plus grand, de plus en plus majestueux. C'est invraisemblable. Je parie que le Hive, il est pas mal de ce point de vue-là aussi. Deuxième provocation. Vous avez parlé de l'autoconsommation, que j'appelle plutôt autoproduction, jusqu'à du contraire. Oui, c'est bien, mais il y a quand même un problème. Moi, je plaide pour l'autarcie des autoproducteurs. C'est-à-dire couper le réseau. Et enfin, sous cet aspect-là, il y a aussi une dimension sociale. C'est vachement facile d'être autonome, voire autarcique. J'ai une petite maison, j'ai une petite éolienne, j'ai du photovoltaïque, j'ai un petit ruisseau qui circule, je mets une batterie, et je mets une turbine, et puis j'ai même une batterie ou un groupe diesel au cachet. C'est pas donné à monsieur ou madame Michu. Hein. Il faut avoir le bâtiment déjà. Oui, alors, première question, le Hive, la taille du Hive, oui, c'est vrai, enfin, je pense que c'est une dérive probablement sociétale de la taille des bâtiments. Nous, on est plutôt comme des anchois. Il ne faut pas filmer là. Hein. Non, je pense qu'on va dire qu'il y a une réflexion, probablement, c'est pas trop mon domaine de compétence, hein, mais j'allais dire qu'au niveau professionnel, il y a quand même une réflexion à mener sur les nouveaux usages des bâtiments et en particulier le télétravail, etc. qui, pareil, à partir du moment où les femmes et les hommes travaillent, alors c'est pas un lien direct mais quand même, souvent, soit on est très très loin du boulot, soit on est au milieu, et puis dans ce cas-là, on a 1h30 chacun, donc on peut se poser la question, quels sont les métiers qui ont vraiment besoin d'un bureau. C'est pas mon domaine de compétence, hein. Mais je pense que, voilà, après, et à titre personnel, j'ai tout fait, hein, j'ai fait du bureau seul au flex office, etc. Il y a un équilibre complexe à trouver entre la qualité de vie et de repos et de calme qu'on peut avoir au travail et le cadre, enfin, et la taille qu'on a, etc. Parce que, enfin, moi je vois dans mon équipe, il y en a certains, sincèrement dans un open space où il y a 40 personnes, où on est en flex office, quand vous avez beaucoup de bruit, c'est compliqué. Et puis il y en a d'autres qui préfèrent parce qu'ils ont envie d'avoir beaucoup de monde, etc. et que ça les motive plus comme ça. Donc trouver cet équilibre, je pense qu'on est allé à un moment donné vraiment, le flex office était le roi de tout, et puis on s'est aperçu que ça crée aussi des dérives, et donc maintenant on essaye de trouver ça. Moi, à titre personnel, je trouve, pour avoir fait plusieurs flex office fermés, etc., qu'un flex office bien organisé, je précise bien organisé, non pas que pour une réduction de coûts, mais vraiment pour un well-being, peut être pas mal. Mais souvent, le flex office, on veut réduire, donc on met machin, et puis vous n'avez pas d'amorti, vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas... voilà. Donc voilà. Mais je trouve, et il faudrait interroger des professionnels de l'immobilier, moi je ne suis pas, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre en tout ça, et puis qu'on le cherche encore un peu, parce que les habitudes au travail évoluent aussi. Hein. Mais là, vous parliez au plan horizontal. Moi, je parle aussi au plan vertical. Les immeubles, le tertiaire, on est complètement dingue. On est allé chez Michelin la semaine dernière, le centre de recherche de Michelin, c'est majestueux. L'aéroport de Madrid, c'est monstrueux. Ah, c'est beau, c'est pyramidal. Moi, je parlais plutôt au plan vertical. Je suis d'accord avec le côté horizontal. C'est 6 étages, le Hive. Oui, donc, non, mais on ne fait pas la bataille avec la défense. Non, mais c'est pas ça. Mais non, donc je sais pas. Votre deuxième question, c'était... L'autarcie, la facture sociale. Donc quand je dis il faut développer l'autoconsommation ou l'autoproduction, je ne casse pas l'idée qu'il faut un réseau aussi centralisé. Hein. Et je sais que c'est une tentation extrême. J'allais dire, je reprends mon idée des télécoms, c'est pas parce qu'il y a eu un réseau mobile qu'il n'y a plus de réseau fixe. Bah non, il y a vous avez tous du Wi-Fi chez vous. Quoi. Et il a su aussi évoluer, se structurer pour être complémentaire à un réseau mobile qui apporte un service différent. Et si le réseau fixe était resté que de la voix,
probablement on n'aurait plus de réseau fixe à la maison. Donc en fait, je pense qu'il y a les adeptes du tout décentralisé, il y a ceux du tout centralisé. Moi, je pense que probablement à terme, la solution sera au milieu. La question est la question de la réglementation des taxes, du coût du réseau, etc. Voilà. Mais je pense encore qu'avec 50 000 autoconsommateurs, on est quand même loin du problème, quoi, aujourd'hui. Donc quand on sera à 1,5 million, je pense qu'on pourra réfléchir à comment est-ce qu'on taxe cela. Il y a le problème de la péréquation tarifaire. Et j'ai pas de solution simple à ce problème. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est une chose. C'est que le solaire, par définition, et je suis désolée, hein, quand vous avez 1800 de yield à Nice et 900 de yield à Lille, le solaire, par définition, n'est pas enfin, il n'y a pas de péréquation dans le solaire. Donc si on reste dans la situation actuelle où on ferme les yeux, vous avez Nice qui développe du solaire et qui envoie à Lille. Quoi. Ce qui n'est quand même pas non plus une solution. Donc, et la technologie existe, donc ne stoppons pas en disant la technologie n'existe pas et qu'il faut péréquation tarifaire. Ça existe. Donc soit vous allez avoir tout le monde petit à petit, au fur et à mesure que le solaire décroît, qui va remonter dans le truc, soit vous trouvez un autre système de fonctionnement. Donc à partir du moment où il y a du solaire, la péréquation tarifaire, il faut la voir autrement. Si, il faut traverser avec la Nouvelle-Zélande. Il faut aplatir la France. Dernière question, parce que je pense quand même on va vous libérer. Je pense que vous devez être dans un état de fatigue important et en plus on vous a mis sous tension. Mais c'est très bien, c'est ce que je cherchais. À toi. Oui, moi je voulais revenir sur le slide qui est un petit peu plus loin avec les trois, le décentralisé, le décarboné, etc. J'aurais voulu voir celui-là, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Alors déjà, juste première remarque, moi je pense qu'on est à Sauvons le climat, et moi je suis à titre personnel, pour la complémentarité des solutions, le futur il sera fait de tout ça. Donc de ce que vous présentez, ça c'est très clair, il ne faut pas opposer les choses les unes aux autres, il faut juste les mettre à la bonne place. Et juste au passage par rapport à ce que vous avez dit, on peut s'attendre à une baisse du prix des batteries, ce qui ne veut pas dire qu'on va traiter le problème du stockage. Les batteries de stockage, c'est pas la même chose, parce que faites-moi du stockage intersaisonnier avec des batteries, bonjour. Donc on va faire un petit bout de chemin, mais on n'a pas traité le problème, il ne faut pas trop simplifier. Et puis alors, ce que vous dites là, je suis tout à fait d'accord, mais je suis un peu sceptique sur les chiffres. Alors votre phrase du milieu, j'ai pas compris. 70% des nouvelles capacités viendront des énergies renouvelables d'ici 2040, ce qui veut dire qu'on va produire, par rapport aux nouveaux besoins, comme ça produit 20% du temps et je suis gentil, 15% avec du renouvelable. Donc, je ne sais pas d'où viendra le reste, probablement du gaz, un peu du nucléaire, parce que 70, vous parlez en capacité. En nouvelle capacité. Vous parlez en capacité. Je pense qu'il faut parler en d'où viendra l'énergie de demain. Et ce n'est pas avec 70% des capacités en intermittent, on va traiter 15% du problème. Et aidez-nous, s'il vous plaît, à sortir de cette ambiguïté entre la capacité et la production. Vous mettez une capacité de 1000 MW installée d'éolien, ça n'a jamais produit la même chose qu'un réacteur de 1000 MW, je suis désolé. Donc parler en capacité, là, en fait, le 70% c'est un gros chiffre, mais derrière ça fait une toute petite production. Et moi la question c'est d'où viendra le reste, c'est-à-dire les 80%, et j'espère que ce ne sera pas carboné. Parce que ça fait 15% de décarboné, de renouvelable, et pas plus. Donc je pense qu'il faut être prêt, après que l'avenir soit électrique, décarboné, décentralisé, je suis d'accord. Mais faisons attention aux chiffres qui sont très trompeurs et aidez-nous, enfin, il faut qu'on s'aide les uns les autres à être sur la réalité du problème. On n'a pas un problème de capacité, on a un problème d'énergie. D'où viendra l'énergie? Oui, je rajoute un point parce que, à mon avis, on a quelque chose qui est très embêtant dans le raisonnement actuel, c'est qu'on confond deux notions. Il y a une notion qui est celle de la réserve, quand on parle d'électricité. La réserve, c'est tenir la nuit quand j'ai eu le jour, ou c'est faire face à la chute d'un moyen de production ou d'une ligne, ce qu'on appelle la réserve. Et puis il y a le stockage, où là on va tomber, parce qu'on tombe sur un phénomène climatique long, il fait mauvais pendant 3 semaines, il n'y a pas de vent pendant 1 mois, ou c'est l'hiver ou l'été. Et je crois qu'aujourd'hui il y a une énorme confusion entre cette notion de réserve et de stockage, qui fait qu'aujourd'hui on fait croire aux gens que le stockage, y compris intersaisonnier, est à portée de main. Il faudrait qu'on soit prudent. Et c'est loin d'être le cas. Ce qui ne veut pas dire que je ne pas faire ça. Oui, enfin, le chiffre en soi, c'est un chiffre. Hein, donc, si vous voulez mettre 15% de l'augmentation de production d'énergie qui provient des renouvelables. De la puissance installée. Oui, j'ai bien compris. De la puissance installée. De la puissance installée. Vous pouvez laisser répondre, s'il vous plaît.
je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il reste une grosse partie de l'augmentation de la production électrique qui doit venir d'autres choses que les renouvelables, et donc soit de charbon, soit de gaz, soit de nucléaire. Décarboné. C'est justement une partie de la guerre, quoi. Donc le nucléaire. Une partie de la guerre. Mais il faut faire ça évidemment. Ça ne change pas le raisonnement. Est-ce que vous acceptez encore une dernière question? Oui. Là-bas, mais après, ce sera la dernière. Hein. Non, mais c'est pour aller dans le sens de ce qui a été dit pour terminer. Pas trop longtemps. Soit court, soit court. Il y a une slide, si j'ai bien compris. Il y a une slide, si j'ai bien compris. Il y a une slide, si j'ai bien compris, qui m'a fait bien plaisir. C'est celle que vous avez mis dans votre bâtiment Hive, hein, c'est ça? D'abord, j'ai fait ce qui était réglementaire en matière de réglementation thermique, enfin de perte énergétique. Ensuite, j'ai fait de l'active, de la gestion active. Hein. Et puis ensuite, j'ai dit des panneaux photovoltaïques, quelque chose que vous pouvez ressortir. Hein, ça. Elle est bien parce qu'au début, avec la réglementation, on arrive à 150. Hein, je crois que vous avez mis c'est des kilowattheures par mètre carré par an, peut-être, à gauche. Hein. Voilà, on est à 150, c'est des kilowattheures par mètre carré par an. Ensuite, votre gestion active passe à 110, 174. Vous nous avez dit ça coûte pas cher. Voilà. Et puis après, si on veut, on rajoute le vert. Mais pour moi, ça va très bien, à condition qu'on s'arrête au 74. Plus loin. Et qu'on n'aille pas en efficacité énergétique en dessous de 150. Ça ne sert à rien, puisque ça coûterait très cher d'isoler un peu plus. Or, on peut faire très efficace avec votre gestion active. Donc, je pense que l'idéal, c'est effectivement, dans les maisons qui sont en EFG, on va jusqu'à PR 150, c'est une catégorie D, donc la CD, et après, à vous de jouer, vous faites la gestion active. Mais vouloir nous mettre, et c'est là notre observation qui a été faite sur ce que vous avez dit au début, nous mettre tous en DBC, non, il n'y a aucune raison. Ça nous ferait passer en perte thermique à 50, même moins. On pourrait être en catégorie B, en perdition thermique, il faut être à 35, compte tenu de tout le reste. Bon. Donc ça nous ferait des dépenses complètement idiotes, alors qu'en s'arrêtant à 150, pour les déperditions thermiques, on rajoute, on fait ce que vous faites, qui n'est pas cher, voilà. Donc mettez-vous d'accord avec ceux qui font les enveloppes, et la bonne complémentarité, toi tu t'arrêtes à 150, et moi je fais mieux. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Non, ce qu'on dit, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est que le coût d'un bâtiment, enfin, on n'a pas de raisonnement forcément systématique, mais le coût effectivement du digital, de la gestion digitale pour réduire l'énergie, est finalement pas très élevé, quoi. Voilà le message principal. Ça n'empêche pas que le passif et l'actif soient complémentaires. Mais voilà, le message qu'on porte, c'est celui-là. Merci beaucoup.